Pour ce cycle de webinaire sur la filière bois et le carbone. Alors, je suis Fabienne Delabouglise, la déléguée générale de FIBois Hauts-de-France, et nous sommes les organisateurs de ce cycle de webinaire avec France Bois Région, qui est l'association qui regroupe les interprofessions au niveau national. Alors, pourquoi ce sujet? Comme nous, je pense, vous recevez beaucoup de choses, vous voyez passer beaucoup de choses, beaucoup d'articles, et vous n'avez peut-être pas le temps de tout lire, comme nous, et je pense qu'on a tous constaté que le carbone était devenu déjà, aujourd'hui, d'ores et déjà, un vrai sujet et un enjeu pour la filière bois. Donc, on a souhaité se poser pour essayer de comprendre avec les personnes qui travaillent sur ce sujet-là, de quoi il s'agit, comment ça se passe et quelles sont les conséquences qu'on doit en tirer au niveau de la filière. Ça devait être un colloque, c'est devenu un cycle de 3 webinaires qui vont se dérouler donc à une semaine d'intervalle. On commence aujourd'hui avec une première session qui est vraiment sur le B à bas, sur concrètement comment ça marche, le carbone. On se remette un petit peu les choses au clair. Et on va donc avoir 3 intervenants successifs que vous allez voir apparaître à l'écran. Une intervention de l'ADEME qui va nous resituer le schéma global et le schéma bas carbone. Concrètement, on va reposer un petit peu les choses. Une deuxième intervention de l'INRA qui sera plus sur la partie forestière, la forêt et le carbone, et une troisième partie assurée par l'UFCBA sur l'aval, cette fois, la captation du carbone dans les produits bois. Pendant toute la durée du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions. Vous avez une icône en haut à droite qui s'appelle « Ask your question ». Donc, ne vous inquiétez pas, elles ne s'afficheront pas au fur et à mesure à l'écran. Elles vont être traitées en back-office par Maëva Frérot, notre spécialiste du bois énergie, qui va les retravailler, pas les transformer, mais en tout cas les regrouper par sujet pour ensuite les poser à nos intervenants. On part sur à peu près 1h05 d'intervention avec ensuite donc 25 minutes d'échange en espérant pouvoir traiter toutes les questions. On va faire le maximum pour ça. Tout cela sera mis en ligne, bien sûr, sur la chaîne YouTube de France Bois Région et celle de FIBois Hauts-de-France. On vous enverra par mail également, bien sûr, ce lien-là et puis aussi les présentations, donc vous pourrez tout regarder de nouveau. Voilà, eh ben, écoutez, on vous aurait bien offert un petit café, mais malheureusement, on ne peut pas le faire. Alors, donc, on va lancer les débats. Et donc, je vais passer la parole à Éric Vidalinck de l'ADEME. Éric, je vous passe la parole. Oui, merci Fabienne. Bonjour à tous. Alors, je vais débuter cette matinée et du coup cette série de webinaires par une présentation qui a pour vocation et ambition de vraiment remettre en perspective la question du carbone au-delà de la filière bois. Et puis ensuite, avec Estelle et Denis, l'enjeu, ce sera vraiment de rentrer sur les implications concrètes de la filière bois. Moi, du coup, c'est à partir de la SNBC, Stratégie nationale bas carbone, et du projet Prospective que je pilote actuellement à l'ADEME, que je vais vous parler, c'est-à-dire en quoi la contribution de la filière bois est absolument centrale dans la substitution aux énergies fossiles, dans la substitution de matériaux et dans les puits de carbone. Donc, je vais partager mon écran à partir de maintenant. Ça doit être le cas normalement. On est parti donc pour une vingtaine de minutes. Les 2 objectifs principaux, donc, c'est comprendre le nouvel objectif de neutralité carbone et ses implications. Depuis novembre 2019, en fait, c'est le nouvel objectif climatique qui est transcrit dans la loi. Il y a 2 pays seulement qui l'ont fait pour l'heure, hein. Il y a le Royaume-Uni et la France. Ça restait jusque-là une notion qui était plutôt théorique, qui n'avait pas forcément d'implication concrète ou juridique. C'est le cas en France depuis maintenant donc quelques mois. Et l'idée, c'est vraiment de voir qu'est-ce que cette notion de neutralité elle implique, à la fois sur les émissions de carbone, de gaz à effet de serre, et sur les puits dont on parlait assez peu auparavant. Et puis, dans un second temps, l'idée, c'est de vous parler des scénarios qu'on conduit actuellement à l'ADEME, le projet Prospective Énergie Ressources. Ce travail, il permet de voir comment, en jouant sur les leviers de mobilisation de la biomasse pour produire plus d'énergie, de biomatériaux, ou pour la mobiliser pour plus de puits, comment on peut jouer sur les différents leviers et jusqu'à quel niveau on peut mobiliser tel ou tel levier. C'est un peu
l'ambition de ce travail. Donc, le travail SNBC et Prospective ADEME, comment ils s'articulent? En fait, depuis 2015, la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, donne le cap à 2050 et les trajectoires sur les un peu plus de 30 ans maintenant, qui nous séparent de cette ambition-là. Ensuite, la PPE décline ça de manière opérationnelle sur des pas de temps de 5 ans, avec des budgets carbone sur ces périodes. Donc ça, c'est vraiment le cadre législatif que tous partagent, puisque c'est élaboré par les pouvoirs publics, ministères notamment. L'ADEME y contribue, mais les acteurs des filières aussi contribuent à ces SNBC et PPE. Et la nouvelle SNBC 2 vient d'être publiée il y a un an. À côté, on a des travaux prospectifs qui visent à alimenter ces visions prospectives-là. Les visions ADEME s'inscrivent dans ces travaux-là. Donc, les premières visions, elles datent de 2013. Et actuellement, donc, on est engagé dans le projet Prospective Énergie Ressources qui vise à actualiser ces visions de 2013 et 2017 pour contribuer à la future SNBC en 2023. On travaille dans ces visions sur plusieurs objets, à la fois les questions énergie-climat qui sont centrales, mais aussi les questions de matière et de ressources et de sol que l'on ne regardait pas forcément auparavant. Maintenant que ces éléments un peu de contexte avec pas mal d'acronymes sont posés, on va rentrer un peu dans le détail du coup de ces stratégies et voir quelles sont les contributions, la place de la biomasse au sens large et puis des différentes filières associées. Alors, un petit temps du coup sur la notion de neutralité carbone qui est vraiment une notion nouvelle, importante et qui change pas mal la manière d'appréhender la question climatique depuis quelques années maintenant et quelques mois dans la loi en France. En fait, c'est à partir de l'accord de Paris, la COP de Paris en 2015, COP 21, qu'on a commencé à parler de neutralité carbone dans les rapports du GIEC ensuite. Cette notion, elle implique un équilibre entre les émissions et les absorptions par les écosystèmes. Donc ça, c'est vraiment important. On parle des deux volets, alors qu'auparavant, en fait, on parlait surtout des émissions qu'il s'agissait de réduire. L'objectif précédent, c'était ce qu'on appelait le facteur 4. C'était inscrit dans la loi POP de 2005 en France. Le facteur 4 signifiait diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Et vous voyez, on ne parlait absolument pas des puits de carbone. Donc la biomasse avait un rôle, mais uniquement pour produire de l'énergie dans ces visions-là. À partir du moment du coup où on parle d'équilibre, où on parle d'émissions et de puits, d'émissions dans l'atmosphère et de puits, biologiques ou géologiques, c'est forcément un peu plus complexe. La limite, ça pourrait être de croire que, enfin, un danger, ça pourrait être de croire qu'il suffit de développer les puits et que les puits, on peut les développer comme on veut, les puits biologiques ou géologiques, et que ça va résoudre la question. En fait, ces puits, ils sont limités. Ils sont à la fois fragiles, parfois quand c'est des écosystèmes, et puis ils sont aussi limités, et puis ça peut être coûteux de les mobiliser quand on parle de puits géologiques. Donc capturer du CO2 sur des usines, par exemple, pour ensuite le stocker dans des formations géologiques. Et du coup, très concrètement, vous voyez sur la droite, sur le graphique, ce que cette logique de neutralité carbone, elle induit. Donc, on avait des émissions en 1990 qui étaient de l'ordre de 550 millions de tonnes de CO2. Ça, c'est les émissions nationales, où on ne considère pas les émissions importées. C'est une des limites, mais bon, voilà. En tout cas, d'un point de vue méthodo, c'est clair, on est bien sur les émissions nationales. Ces émissions, elles diminuent, pas assez vite, mais elles diminuent. Vous voyez, en 2015, on était à quelques 450 millions de tonnes de CO2, d'équivalent CO2, parce qu'on compte aussi le méthane, le protoxyde d'azote, etc.
L'ambition, donc, c'était de diviser par 4 les 550 millions de tonnes de 90. Aujourd'hui, avec l'objectif de neutralité carbone, quand on regarde l'ensemble des puits qu'on pourrait mobiliser, vous voyez, c'est ce que vous avez en bas sous les abscisses, les forêts, les produits bois, les autres terres, CCS et CCU, c'est capture et stockage de carbone. Quand on considère l'ensemble des puits en France, on considère qu'on en a un petit peu moins de 100 millions de tonnes qui sont mobilisables à l'horizon 2050 aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il nous faut réduire les émissions de l'ordre d'un facteur 6 et non plus un facteur 4, notamment parce qu'on n'a pas réduit assez vite et parce qu'on se rend compte que les puits ne sont pas forcément extensibles. Et du coup, on arrive sur cette image finale-là de 2050. Ça, c'est l'image de la stratégie nationale bas carbone, où on a à la fois des émissions résiduelles qui viennent des bâtiments, des transports, donc du gaz, du pétrole, le charbon, il n'y en a plus à cet horizon-là. Et en face, on a des puits donc, qui sont censés compenser ces émissions-là. Ces puits sont ici uniquement considérés sur le territoire national. Donc ça, c'est vraiment un point important et nouveau, puisque c'est la loi énergie et climat du 8 novembre 2019 qui reprend cette ambition dans la loi et qui donc l'a sortie d'un facteur 6. Il y avait eu un débat au moment du travail sur la loi pour dire, mais en fait, c'est trop simple de dire il va suffire de développer des puits. Du coup, il a été ajouté l'objectif du facteur 6 et non plus du facteur 4 pour bien dire que la priorité, ça reste de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut développer les puits aussi, mais quand on a en tête les ordres de grandeur des puits mobilisables, on voit que ce n'est pas suffisant et que le premier levier, c'est vraiment de réduire. Donc, quand on regarde un peu en détail dans la SNBC 2, la stratégie nationale bas carbone qui vient d'être publiée après une consultation, mise au débat, consultation publique, on voit un petit peu les réductions qui sont à atteindre. Passer de quelques 500 millions de tonnes à 100 millions, c'est de fait beaucoup de réductions. Là où ça réduit le moins, en fait, c'est sur le système agricole et sylvicole, et puis sur l'industrie, parce que aujourd'hui, c'est difficile de projeter sur ces systèmes-là, agricoles, sylvicoles et industriels, des systèmes qui seraient totalement décarbonés ou qui n'émettraient plus, en tout cas, de gaz à effet de serre. Par contre, point important, vous voyez que sur la production d'énergie, les bâtiments, que ce soit résidentiels et tertiaires, et l'agriculture, dans la stratégie nationale bas carbone, on arrive à des secteurs qui sont totalement décarbonés. Et pour décarboner ces secteurs-là, la biomasse a évidemment un rôle important. La biomasse, donc, elle a ce double rôle, et ça, c'est vraiment ce double rôle, il était déjà connu, mais il n'était pas forcément présenté de manière aussi importante dans les stratégies précédemment. Donc, le premier rôle, c'est vraiment se substituer à des énergies fossiles ou à des matériaux, comme l'acier et le PVC, qui ont un impact gaz à effet de serre important. Mais du coup, quand on travaille sur cette substitution, on se pose la question des limites. Par exemple, si on veut substituer le pétrole via des biocarburants, on voit que ça nécessite beaucoup de terre et que le bilan en analyse de cycle de vie n'est pas forcément meilleur. Donc, il peut y avoir des limites à la fois sur les ressources mobilisables et puis sur les potentiels techniques. Par exemple, quand on veut substituer dans le bâtiment, on ne peut pas chauffer tous les bâtiments avec de la biomasse. Certains sont chauffés au gaz, d'autres à l'électricité, certains directement avec du bois énergie. Donc, il y a ces deux volets qui sont à considérer. Et puis, l'autre rôle donc, que j'ai commencé à aborder, c'est celui de capter et stocker les émissions de gaz à effet de serre dans les écosystèmes, que ce soit les forêts, les haies, les sols, les océans, mais bon, c'est moins notre sujet ici, dans les matériaux, notamment les constructions bois, les charpentes, les meubles, tous les matériaux qui ont mobilisé de la biomasse,
Et puis, dans des usages et procédés spécifiques, ça, c'est des choses un peu nouvelles qui sont apparues récemment dans le champ académique et du coup dans les stratégies des pays, ce qu'on appelle les BECS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Donc, c'est l'utilisation de la biomasse avec ensuite de la capture et du stockage de carbone. Un exemple très concret, il y a des projets, par exemple, au Royaume-Uni, des centrales à charbon qui se convertissent à la biomasse. Donc, on va utiliser de la biomasse. On a un premier effet de réduction directe. Et ensuite, on va capturer des émissions de CO2 de cette biomasse qu'on va stocker dans des réservoirs géologiques dans le sous-sol. Donc là, vous voyez, on a à la fois une substitution, on n'utilise pas de charbon, et un retrait du CO2 de l'atmosphère. C'est vraiment le double effet. On a quelques projets démonstrateurs, comme je vous le disais aujourd'hui, mais en tout cas, on n'est pas du tout à une échelle industrielle. Et quand on va atteindre la neutralité carbone, c'est des choses qui sont à envisager dans pas mal de scénarios. Donc, si on regarde un peu par ordre, si on regarde un peu les ordres de grandeur sur la biomasse dans la stratégie nationale bas carbone, on voit qu'il y a des implications très concrètes et ça va être intéressant de regarder ça dans la suite du webinaire et des sessions à venir. Ça ne veut pas dire que c'est la seule trajectoire. Comme je vous disais, à l'ADEME, on est en train de regarder comment il pourrait y avoir d'autres trajectoires, mais ça veut dire que c'est la trajectoire aujourd'hui de la stratégie nationale bas carbone. Donc, vous voyez que la récolte en forêt augmente considérablement. Elle double quasiment à l'horizon 2050. Le mix énergétique s'appuie aussi beaucoup plus sur de la biomasse, puisque c'est de l'ordre de 400-450 TWh qui viendra de la biomasse sur à peu près 1000 TWh à l'horizon 2050. Ça, c'est l'ensemble de l'énergie consommée en France. Et vous voyez donc que dans ces volumes-là, on a des contributions qui sont assez directes. Une fois qu'on a dit biomasse, en fait, on n'a pas forcément dit grand-chose. On a à la fois des biocarburants, on a à la fois des déchets bois, de la ressource primaire en bois, c'est ce que vous avez en bleu sur l'histogramme, le premier histogramme de gauche. On a des effluents, par exemple des bouts de stations d'épuration, de l'agroforesterie, des cultures, et puis des produits connexes de scierie, par exemple, ou autres déchets. Donc, quand on parle de ce volume-là de biomasse, c'est considérable par rapport à aujourd'hui. L'ordre de grandeur, c'est un doublement. Et ça, c'est dans la substitution à des énergies fossiles que c'est important. Du côté des puits, c'est à peu près un doublement aussi qui est envisagé. Donc, pour avoir les ordres de grandeur vraiment macro en tête, ça permet de donner un peu l'effort et la marche qui est devant nous pour les marches qui sont devant nous pour les 30 années qui viennent. Les puits, aujourd'hui, c'est un peu plus de 40 millions de tonnes. Vous voyez que là, dans le scénario de la stratégie nationale bas carbone, on a à peu près 80 millions de tonnes, 82 millions de tonnes de puits qui sont envisagés. Puis, ça veut bien dire qu'il faut retirer de l'atmosphère et stocker définitivement. L'exemple d'utilisation de la biomasse, par exemple, pour du bois énergie de chauffage, ça, ce n'est pas un puits, c'est de la substitution. Mais vous voyez qu'on est sur un cycle. On va retirer du CO2 de l'atmosphère pendant la croissance des plantes. Et au moment où on va brûler cette biomasse pour se chauffer, par exemple, on va émettre ce CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, ce n'est pas un puits, c'est uniquement de la substitution. Le puits, ça veut dire qu'on va avoir une croissance de la forêt, une densification de la forêt, une qualité des sols qui évolue et des sols qui sont capables de stocker plus de carbone, par exemple. Et puis, vous voyez, on a les petites lignes du bas, la CCS. Ça, dans la stratégie nationale bas carbone, ce sont les émissions qui résultent, les puits, qui sont des puits qu'on appelle géologiques. Donc, ça veut dire que c'est des émissions qu'on va capter sur des industries ou sur des centrales électriques et qu'on va stocker ensuite dans des réservoirs géologiques. Donc, deux conclusions du moins sur ces puits. Il faut qu'on soit capable de les doubler en ordre de grandeur. Et les puits biologiques, donc, qui s'appuient sur les écosystèmes et sur la biomasse,
sont a priori nettement plus significatifs que les puits géologiques, puisque vous voyez que sur 80 millions de tonnes, on en a 15 millions uniquement de tonnes qui viennent des puits géologiques. Se pose la question, ces puits géologiques, on ne les a pas forcément vraiment explorés jusqu'à aujourd'hui en France. Se pose la question notamment de mettre du CO2 dans les océans, dans des réservoirs profonds. C'est des choses qui sont explorées, par exemple au nord de l'Europe, dans des eaux internationales. Mais en tout cas, aujourd'hui, on compte beaucoup plus sur les puits biologiques et sur la biomasse pour capturer et stocker structurellement le CO2. Je vous dis 2 mots du projet ADEME et puis je vais m'arrêter là pour cette introduction. Donc, dans le projet ADEME, on vise bien à construire 4 scénarios qui visent la neutralité carbone. On va être sur une approche multicritère. L'enjeu, c'est de regarder à la fois donc, les enjeux énergie, climat, matière, ressources et sol, comme je l'évoquais rapidement. Et on est dans un travail de co-construction. On a commencé à discuter de nos hypothèses dans des webinaires externes, comme par exemple un webinaire qu'on a organisé mi-mai avec des acteurs qui allaient du MEDEF au Réseau Action Climat, Negawatt, en passant par le Shift Project. Donc des acteurs qui travaillent sur ces sujets-là, qui ont des expertises ou des points de vue très divers sur ces sujets. Dans ce projet, on s'est largement inspiré des scénarios de neutralité carbone du GIEC que je vous présente ici. Donc, ce qui vous intéresse plus particulièrement, vous, acteurs de la filière bois, dans ces scénarios mondiaux, c'est la petite ligne en marron sur ces scénarios. Donc ça, c'est les 4 scénarios du GIEC qui dit voilà comment on peut avoir, selon 4 grandes logiques, 4 grandes idéologies différentes, l'atteinte de la neutralité carbone et du coup, comment on peut rester sous les plus de degrés à l'horizon de la fin du siècle. Vous voyez que le marron, donc les émissions qui viennent de l'agriculture, de la forêt et de l'usage des sols, aujourd'hui, on est sur des volumes nets d'émissions. Ça veut dire que ce n'est pas un puits, l'agriculture et la forêt. Par contre, il faut que l'agriculture et la forêt le deviennent. Et ça, c'est dans tous les scénarios, sauf le scénario P4, qui est le scénario le plus, on va dire, continuiste dans les logiques de consommation d'énergie, de matière et de ressources, avec une extension du mode de vie et du mode de consommation occidental au reste du monde. Et partout, il y a un rôle très important des écosystèmes pour passer d'états émissifs à des états de puits. Et nous, on s'est largement inspiré à l'ADEME de ces 4 scénarios pour construire des archétypes que je vous présente ici et du coup sur lesquels on va travailler à la fois sur ces émissions que la biomasse permet d'éviter et aussi sur les puits que la biomasse permet de développer. Donc 4 scénarios, sobriété et localisme dans l'urgence, soutenabilité, rééquilibrage territorial et coopération, technopush et métropolisation, et puis enfin pari technique pour préserver les modes de vie modernes. Ces archétypes, ils sont largement inspirés des scénarios du GIEC que j'ai évoqués précédemment. Et dans chacun de ces scénarios, du coup, on va devoir faire des arbitrages entre préservation de la biodiversité, mobilisation de la biomasse pour fournir plus d'énergie ou développement pour les puits. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Donc je vous en dis pas forcément plus ici, mais l'enjeu, c'est bien de regarder comment, par rapport à la SNBC et les chiffres que je vous ai présentés jusque-là, comment on peut mobiliser 2 ou 3 fois plus de biomasse, à quelles conditions, est-ce que ça dégrade les écosystèmes, comment on peut préserver la biodiversité. Si on compte vraiment sur les puits de biomasse, quels sont les risques associés? S'il y a par exemple plus d'incendies, ça veut dire que ces puits sont fragilisés. Tout ça, c'est des choses qu'on va du coup explorer dans ces scénarios et sur lesquels on pourra revenir au cours de la discussion et des questions à venir selon les sujets qui vous intéressent et les questions que vous avez. Voilà, je vous passe la parole, Fabienne. Merci Eric. Alors avant d'enchaîner, je vais juste passer la parole à Maëva parce que je crois qu'il y a une petite question technique sur un terme de définition. Maëva, je te laisse. Oui, tout à fait. Pouvez-vous rappeler la définition des puits CCS et CCU, s'il vous plaît? Alors, les puits, c'est l'ensemble de ce qu'on va stocker, à la fois les puits biologiques et les puits géologiques. Les puits géologiques,
c'est uniquement la CCS et la CCU. Donc, CCS, ça veut dire Carbon Capture and Storage, ou en français CSC. CCU, c'est Capture and Carbon Usage, c'est-à-dire que c'est l'utilisation de la biomasse, par exemple, dans des matériaux de construction, du ciment, ou n'importe quel produit qui va incorporer du CO2 et le stocker durablement. Se pose par contre la question de la fin de vie de ces produits. Si ces produits, on les utilise pendant 10 ans et qu'ensuite on les brûle, on les détruit, là, c'est pas des puits, hein, donc il y a vraiment cette question-là. Mais par exemple, dans des matériaux de construction, vous voyez, par exemple, si on va incorporer du CO2 dans du ciment, ça va permettre de le stocker durablement, en tout cas pendant la durée de vie du bâtiment. Ok, merci beaucoup. Alors, on a pas mal de questions déjà, mais on va les traiter plutôt à la fin. Là, on va enchaîner, puisque on a vu que les puits biologiques avaient un rôle très important dans la stratégie nationale bas carbone que vient de nous présenter Eric. Donc, je vais passer la parole maintenant à Denis Lousteau d'INRA, qui va justement nous parler de l'aspect forestier de cette question. Denis, je vous laisse la parole. Merci Fabienne, bonjour. Donc, je suis Denis Lousteau, je suis chercheur à l'INRA et je travaille sur le cycle du carbone en forêt, les interactions entre la forêt et le climat. Et donc, le but de mon exposé, ça va être de faire le point d'un point de vue peut-être un petit peu académique sur un certain nombre de notions qui sont utilisées pour parler du cycle du carbone, des stocks de carbone, des puits, des sources, de la séquestration, etc. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, il faut que je partage mon écran, voilà. Voilà, alors je parlerai de 4 points, forêt et climat, cycle du carbone en forêt, les méthodes pour l'étudier et puis la gestion du carbone forestier. Alors dans cette première partie, je voulais juste rappeler des choses assez simples sur la façon dont les forêts interagissent avec l'atmosphère pour créer des climats. Et donc la première chose, c'est un échange d'énergie qui se passe entre le Soleil qui émet des longueurs d'onde, un rayonnement vers la Terre, en courte longueur d'onde, et la Terre qui émet de son côté un rayonnement de grande longueur d'onde. Donc c'est cet échange, ce double échange entre le Soleil et la Terre qui crée ce qu'on appelle le bilan d'énergie et définit la température qu'il y a à la surface de la Terre. Il y a une atmosphère qui est interposée entre ces deux astres, notre atmosphère terrestre, et dans cette atmosphère, il y a un certain nombre de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, ils sont pour la plupart transparents au rayonnement solaire, mais par contre, ils sont imperméables en partie au moins au rayonnement terrestre. Et c'est ce piégeage du rayonnement terrestre par les gaz à effet de serre, dont le CO2, qui permet à la surface de la Terre d'être non pas à moins 5 degrés, mais à une température d'environ 13 degrés, et donc de permettre la vie. Donc ces gaz à effet de serre sont réellement essentiels à notre climat et à l'apparition de la vie sur Terre. Et on note que le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, et que le CO2 vient juste après. Et donc, on va parler ici du cycle du CO2. Alors, je passe sur cette diapositive. Donc, l'histoire du CO2 de la Terre et des forêts, c'est une vieille histoire qui a commencé il y a plus de 400 millions d'années, environ 400 millions d'années, au Dévonien, avec l'apparition de la vie végétale sur les continents. Et cette apparition des forêts en fait, sur les continents et des végétaux supérieurs s'est accompagnée d'une baisse importante de la concentration en CO2 de l'atmosphère qui était de 4000 ppm de CO2 et qui est tombée à moins de 1000 et à 400 ppm pour la concentration que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette baisse de la concentration en CO2 et l'apparition de la vie terrestre ont été concomitantes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la vie terrestre qui explique toute cette concentration en CO2, mais ça veut dire qu'il y a un couplage assez fort, ce que j'ai appelé une vieille histoire de couple, entre l'atmosphère et la vie sur les continents. Cette histoire, elle se traduit par le fait qu'on le sait bien, les forêts ont besoin de conditions climatiques assez précises, donc elles existent dans un cadre de précipitation et de température qui est bien défini, et les grands biomes forestiers qui organisent les ceintures végétales sur les continents sont définis par ces gammes de température et de précipitation. Et en même temps, si je puis dire, ce sont les forêts qui contribuent et qui participent à la création du climat. Alors on le sait moins, on voit souvent le climat comme quelque chose d'extérieur qui est imposé, qui force un peu la vie terrestre.
On sait moins qu'en fait, la vie terrestre, d'un point de vue coévolutif, participe à l'avènement et à la création des climats. Ainsi, par exemple, on sait bien que la forêt amazonienne, elle a propagé à l'intérieur du continent les précipitations, que les forêts tropicales aussi participent donc au climat, de même que les forêts boréales, tempérées, etc. Alors, le cycle du carbone en forêt, comment ça se passe? La première chose, c'est que donc on a un ensemble qui comporte 4 compartiments principaux, hein, l'atmosphère, la biomasse, le sol, et puis des compartiments qui existent mais qui ne participent pas à ce qu'on appelle le cycle de surface du carbone ou le cycle rapide parfois, et qui interviennent simplement à des pas de temps beaucoup plus longs avec des stocks beaucoup plus importants, mais qui sont néanmoins ici présents. Alors, si on s'en tient au cycle rapide, ce qui est indiqué ici, à côté de l'atmosphère, c'est les temps de résidence moyens du carbone dans chacun des compartiments. Ça veut dire qu'une molécule de CO2 qui est dans l'atmosphère, elle a un temps moyen de résidence apparent dans l'atmosphère qui est de l'ordre d'une dizaine d'années. Dans la biomasse, c'est un petit peu plus long, et dans le sol, c'est encore plus long, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'années. Et bien entendu, dans les sédiments et dans le carbone fossile, c'est des ordres de grandeur qui sont 2 à 3 fois plus élevés que dans la partie rapide du cycle du carbone, avec des millions d'années pour le carbone fossile et des centaines de millions d'années pour les sédiments. Alors, ce système, il est assez bien stabilisé quand on le laisse se stabiliser tout seul, par différents mécanismes, mais on sait bien que la concentration en CO2, telle qu'on a pu la retracer dans les carottes de glace qui sont extraites aux 2 pôles antarctique et arctique, elles sont limitées, on voit que ces concentrations sont restées limitées pendant plus de 800 000 ans dans une gamme assez étroite, et malgré des variations importantes du climat qui sont dues au changement d'orbite solaire, enfin d'orbite d'astronomie, je veux dire, de relation entre la Terre et le Soleil. Donc elles sont restées limitées entre 200 et 270 parties par million de CO2. Donc c'est un système qui s'auto-stabilise avec différents processus, et cette auto-stabilisation qu'on a vue un petit peu pour le climat, on la retrouve ici on voit que en fait, la biomasse et les sols forestiers et continentaux en renferment une quantité qui est 3 à 4 fois plus importante que ce qu'il y a dans l'atmosphère. Alors, tout ce que je viens de vous montrer jusqu'à maintenant, c'était ce qui se passait avant que l'homme ait une influence significative sur ce cycle du carbone. Si on regarde le cycle du carbone aujourd'hui, avec l'influence de l'homme qui s'est accrue de façon considérable depuis l'ère industrielle, on voit que ce cycle du carbone, il a été modifié de plusieurs façons. Premièrement, dans l'atmosphère, le contenu en carbone de l'atmosphère a été considérablement accru, de l'ordre de 230 milliards de tonnes supplémentaires. Le cycle du carbone est plus rapide. Il était de 40 ans dans la biomasse, le temps de résidence a diminué. Autrement dit, le carbone circule plus vite. Il y en a moins aussi dans la biomasse et dans les sols, parce que les sols ont été déforestés. Et quand on déforeste un sol, on l'appauvrit en carbone. Et de même, la biomasse, quand on convertit une forêt en prairie ou en culture, on perd une quantité considérable de carbone. Donc, on a diminué la quantité de carbone dans les forêts, on a diminué la superficie des forêts, on a diminué la quantité de carbone dans les sols, et on s'est mis à utiliser et à mettre en circulation dans ce cycle rapide du carbone qui n'y était pas, qui est d'origine fossile et qui est la principale source d'énergie aujourd'hui de nos économies. Et donc, la masse de carbone fossile qui est ajoutée chaque année dans le cycle du carbone total, elle est de l'ordre de 10 milliards de tonnes par an, ce qui est vraiment très important. Alors, ce dont je vais parler par la suite, c'est de la façon dont on observe ces stocks et ce qu'on comprend de ce cycle du carbone dans les forêts, d'une part. Et on va parler aussi de substitution. Donc, c'est ce processus qui intervient quand on utilise à la place de l'énergie fossile et du carbone fossile des produits renouvelables, des produits forestiers pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et qui permettent d'éviter, dans une certaine mesure,
cette émission de carbone fossile. Il faut bien comprendre ici, avant que je passe à la suite, que ce qui est un peu le nerf de l'économie, j'allais dire la drogue de l'économie actuelle, c'est ce carbone fossile qui permet qu'il y ait une source d'énergie considérable, mais c'est un ajout net dans le cycle du carbone rapide. Et tout l'enjeu consiste à supprimer cet ajout et arriver à évoluer vers une économie qui peut se dispenser d'injecter continuellement du carbone supplémentaire dans ce cycle rapide et donc qui se retrouve fatalement avec une augmentation dans l'atmosphère. Alors, quand on exploite les forêts, ce que nous faisons tous aujourd'hui en pays tempéré, on passe en fait d'un régime de non-gestion auto-éclaircie qui ressemble un peu au cycle sylvogénétique des forêts naturelles à des itinéraires où on va couper du bois sous forme d'éclaircie, de coupe rase, etc. Et donc, on va diminuer la quantité totale de carbone qui est stockée, à la fois dans la biomasse et dans le sol. Et donc, l'exploitation des forêts telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle se traduit par un accroissement de la productivité, un rajeunissement des peuplements forestiers, une réduction de la durée du cycle de vie et une diminution des stocks de carbone par rapport, tout ça, à des forêts non exploitées. Ce qui explique que la diminution des stocks de carbone qu'on observe sur les continents et la modification du cycle du carbone qui est due à l'homme, en ce qui concerne les forêts, elle vient de deux sources principales, la déforestation, donc la conversion des forêts en prairies ou en culture, mais aussi l'exploitation des forêts. Et ici, ce graphique représente en bleu et en jaune la part respective de ce qui est dû d'une part à la diminution des surfaces forestières, ce qui est en jaune ici, mais d'autre part à l'exploitation des forêts, qui se traduit aussi, on vient de le voir, par une diminution des stocks, à la fois dans la biomasse et dans le sol. Alors, cette modification du climat et de la composition de l'atmosphère, les forêts y réagissent. Pourquoi? Parce que le carbone, sous forme de CO2 atmosphérique, est un élément limitant de la productivité forestière et de la photosynthèse des arbres. Autrement dit, quand on fait varier la concentration en CO2 dans l'atmosphère, la photosynthèse des arbres va répondre à ça. Et on explique comme ça que les forêts actuellement sont en train de fixer du carbone. Donc, même si on tient compte des émissions qui sont liées à la déforestation, en fait, si on fait le bilan total de ce que font les forêts actuellement à l'échelle globale, ça se traduit, cette activité, par une fixation nette de 1 milliard de tonnes de CO2, carbone CO2, donc, par an, qui est attribué donc, à ce puits forestier. Alors, comment est-ce qu'on observe et qu'on mesure le cycle du carbone et comment on essaie de le comprendre? Eh bien, c'est une stratégie où on essaie de comprendre et de mesurer à la fois les flux échangés et les stocks accumulés et leurs variations temporelles. Donc, c'est une stratégie d'observation qui concerne tous les compartiments du cycle qu'on vient de voir. L'atmosphère, qui est observée par des mesures qui sont faites directement dans l'atmosphère, mais l'atmosphère, au moins pour ce qui nous intéresse ici, c'est essentiellement la troposphère, donc la couche d'air qui est accumulée sur une dizaine de kilomètres de hauteur au-dessus de la Terre. Et donc, on échantillonne cette couche d'air en utilisant des moyens embarqués sur des avions, des moyens positionnés sur des grandes tours de 2 à 300 mètres, et aussi des mesures par satellite, puisqu'on sait aujourd'hui mesurer la concentration en un certain nombre d'espèces chimiques dans la couche troposphérique à partir de données satellites. On observe également les stocks et les flux de carbone in situ, c'est-à-dire sur place dans les forêts, avec des méthodes de mesure de flux, des inventaires de stocks que vous connaissez bien, aussi des statistiques de produits qui nous permettent de connaître combien de carbone est extrait des forêts et commercialisé. On sait mesurer et on mesure aussi les océans, la quantité de carbone qui est dissous dans l'océan, à la fois en mesurant les flux échangés entre la différente atmosphère et les concentrations en carbone dans l'atmosphère. Et enfin, on fait une comptabilité relativement précise des extractions de carbone fossile et des émissions dans l'atmosphère à partir de la comptabilité de l'industrie pétrolière et des industries énergétiques que vous connaissez relativement bien. Alors, je passe rapidement là-dessus parce que ces méthodes d'inventaire de carbone sur les terres, elles ont été développées depuis plusieurs dizaines d'années, j'allais dire plusieurs siècles, par les forestiers, les premiers. Alors, ce n'était pas pour inventorier le carbone, bien sûr, c'était pour inventorier les ressources en forêt, mais en même temps, la biomasse contenant à peu près 50% de carbone, ça donnait aussi une idée de la concentration en carbone qui était accumulée dans les forêts. On a commencé à mesurer la concentration
en forêt dans l'atmosphère dans les années 50-56, pour être précis, avec les premiers observatoires atmosphériques qui ont été lancés sur l'île de Mauna Loa, au milieu du Pacifique. On a développé des programmes internationaux de mesure sur la biomasse et puis on a commencé à faire un premier bilan atmosphérique du carbone et s'apercevoir qu'il y avait un puits manquant, le puits dont je viens de vous parler, qui est attribué aux forêts aujourd'hui. On a commencé à savoir faire les premières mesures de flux de CO2 il y a une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, on sait mesurer ces flux en forêt qui nous permettent de prendre en quelque sorte le pouls de la forêt, de mesurer en continu ces échanges de CO2 entre les couverts forestiers et l'atmosphère. Et donc, ce qui est représenté sur ce graphique à droite ici, ce sont les échanges de CO2 en continu au cours de la journée, si on suit ce graphique de gauche à droite avec mon pointeur. Et au cours de l'année, si on suit cette évolution entre le 1er janvier et ici le 1er août, et donc, sur plusieurs années. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a une émission nette pendant les périodes hivernales et pendant les périodes de dormance. On a également une émission nette en rouge ici pendant la nuit. Et on a une fixation nette qui est représentée en vert ici au cours de la journée. Et ce qu'on voit ici, cette espèce de diagramme à deux dimensions, nous donne en fait une espèce d'électrocardiogramme ici d'une forêt en Suède au cours de cette dizaine d'années avec les saisons de végétation, les périodes hivernales et la nuit et le jour, les fixations. Et donc, on voit ici des épisodes de sécheresse, par exemple. Et donc, ça nous donne un diagnostic précis, finalement, du fonctionnement des forêts et de leurs échanges de CO2. Donc, ces mesures de flux, elles sont pratiquées sur plus de 800 sites aujourd'hui, sur tous les continents. Et près de la moitié de ces sites sont situés en forêt. Et donc, on utilise énormément ces bases de données pour comprendre un petit peu comment fonctionne la fixation de carbone par les forêts, comment elle répond aux variations du climat, aux pratiques de gestion, etc. On sait également bien faire des mesures de stock de carbone in situ à partir de méthodes d'inventaire, et en France avec l'IGN et les inventaires forestiers, avec des méthodes qui se modernisent, qui sont passées des méthodes manuelles traditionnelles à de plus en plus des méthodes basées sur de la photogrammétrie, des images de lidar, des systèmes embarqués sur des drones ou sur d'autres systèmes de transport, et avec des échantillonnages qui sont appuyés à partir d'inventaires de photos aériennes, etc. Alors, les angles morts de ces méthodes-là, vous les connaissez, c'est qu'on sait très mal ce qui se passe en dessous du sol. Et donc, on a des inventaires qui sont beaucoup moins précis pour tout ce qui concerne la partie racinaire, la végétation de nos arbres et des incertitudes aussi sur les sols, bien qu'il y ait des réseaux de mesure en continu qui soient mis en place, mais qui demeurent quand même avec une incertitude beaucoup plus forte que pour la biomasse. La voie d'avenir, c'est la télédétection spatiale qui permet de plus en plus, avec des outils de plus en plus sophistiqués et des temps de retour beaucoup plus précis, beaucoup plus fréquents, de cartographier les surfaces forestières et bientôt la biomasse directement dans les forêts avec des méthodes appuyées sur du radar essentiellement qui permettent de détecter des structures de plus en plus fines. Et avec le lancement de la mission biomasse en 2021, on devrait avoir, avec un temps de retour de l'ordre d'une dizaine de jours, des inventaires de biomasse avec des résolutions spatiales de l'ordre du peuplement, donc qui vont nous permettre de beaucoup mieux suivre dans le temps et dans l'espace les variations de stock de carbone accumulées dans la biomasse. Donc, en télédétection, il y a un certain nombre de produits disponibles avec les missions Sentinelle, les anciens satellites Almos, Pulsar et Spot aussi, qui permettent de détecter différentes grandeurs dendrométriques, biométrique et la biomasse, et puis la mission biomasse donc, qui sera lancée en 2021, et donc avec une résolution spatiale de l'ordre d'une centaine de mètres et un temps de retour bisannuel. Donc les produits qui sont disponibles et fabricables à partir de ces mesures de télédétection, elles concernent à la fois les biomasses, les ressources, le volume, les hauteurs, les circonférences, etc., la phénologie aussi, la succession des différents stades forestiers. Et donc, c'est des données qui sont améliorées en continu en combinant ça avec des inventaires in situ, avec des mises à jour qui sont de plus en plus fréquentes, des résolutions qui sont de plus en plus fines, et donc une utilisation dans le futur qui devrait permettre de suivre les stocks et les flux de carbone à des échelles qui permettent d'être utilisables directement par la gestion, c'est-à-dire l'échelle de peuplement en gros, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, et donc l'évolution de ces stocks et leur réponse aux perturbations, aux changements climatiques, aux pratiques culturales.
Alors, je voulais juste terminer par quelques points de discussion qui concernent ce qu'on pourrait appeler la gestion du carbone in situ. Donc, l'agenda des forêts, alors c'est une vision impersonnelle de ce qui pourrait être la gestion des forêts dans l'Anthropocène. On est passé de systèmes qui étaient auto-stabilisés, on l'a vu avant l'intervention de l'homme, à quelque chose qui évolue de façon très forte, très rapide et de façon assez incertaine, parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de connaître précisément les scénarios qui vont être suivis dans le futur, même si on sait l'orientation qu'il faut prendre, mais comment et à quelle vitesse ça va être pris, est-ce que ça va avoir un impact sur le climat, ça nul n'est capable de le dire. Donc on est dans un contexte d'incertitude et il faut adapter la gestion des forêts et donc du socio-écosystème forêt-bois à ce futur incertain. On veut accroître les stocks de carbone biosphérique puisqu'on veut soustraire du carbone de l'atmosphère et donc on va le soustraire en augmentant la séquestration du carbone dans des compartiments où les temps de résidence sont beaucoup plus longs que dans l'atmosphère, donc dans la biomasse, le sol essentiellement et les produits forestiers aussi. Et puis on veut utiliser, et c'est tout l'enjeu de la stratégie nationale bas carbone dont a parlé Frédéric juste avant moi et dont reparlera aussi Estelle après, on veut utiliser les produits forestiers pour les substituer au carbone fossile et donc réduire, en utilisant des produits biosourcés, ce carbone non renouvelable qui est injecté actuellement avec un taux de 11 milliards de tonnes chaque année dans l'atmosphère. On veut arrêter cette injection et stabiliser le climat et limiter son augmentation à 1, voire 2 degrés, 3 degrés, etc. Et puis, on veut aussi que les forêts continuent d'assurer les services autres que le carbone, parce qu'elles ne sont pas là que pour ça. Et les forêts sont aujourd'hui les principaux réservoirs de biodiversité. Elles jouent aussi un rôle de protection et de régulation du cycle hydrologique, du climat, on l'a vu. Et on veut que les forêts continuent à jouer ce rôle-là au niveau régional, au niveau local et au niveau national. Séquestrer ou substituer, je pense qu'on sait assez bien. Bon, la définition un peu académique de la séquestration, c'est qu'on a vu qu'on avait 3 compartiments avec des vitesses de renouvellement différents. Chaque fois qu'on va déplacer ce système en augmentant la concentration et le contenu en carbone de compartiments où le carbone tourne moins vite, c'est-à-dire la biomasse et le sol, on va séquestrer du carbone. Et inversement, ce que l'homme a fait jusqu'à maintenant, quand au contraire on diminue le contenu en carbone du sol et de la biomasse, eh bien on déséquestre. Et on va augmenter la vitesse de renouvellement du carbone dans l'atmosphère et sa concentration dans l'atmosphère. La substitution, ça consiste à simplement remplacer des usages appuyés sur du carbone fossile par des usages appuyés sur du carbone renouvelable et essentiellement forestier. Donc remplacer l'usage de l'acier, de l'aluminium, du carbone, du PVC, etc. par des sources renouvelables, du carbone rapide, donc qui tourne en continu et qui est neutre par définition. Il y a quand même des questions qui sont posées et qu'on doit se poser, qui est, c'est très bien de séquestrer du carbone, mais jusqu'à quel point on peut accumuler du carbone dans un peuplement forestier et quelle est sa vulnérabilité. Et on a plusieurs exemples récents et au niveau global, l'an dernier par exemple, avec les incendies de forêt au Brésil et dans le reste des forêts tropicales, ou avec la tempête, les successions de tempêtes, je devrais dire, en Gironde qui ont provoquer des émissions fortes et une diminution très forte de la biomasse, ou les dépérissements qui sont attribués à des perturbations climatiques dans différentes régions d'Europe et de Sibérie actuellement, et qui libèrent du carbone. Donc on séquestre du carbone, on sait faire, mais on sait aussi que ce carbone, avec ces perturbations, il peut retourner très rapidement dans l'atmosphère. Donc c'est une première question, c'est séquestrer du carbone, oui, mais il faut essayer d'être capable d'assurer à long terme la préservation de ce carbone séquestré dans la biomasse et le sol, et là on a un certain nombre de questions qui sont posées. Et la deuxième question que je poserais, c'est la substitution, c'est bien. C'est une vision un peu théorique parce que jusqu'à maintenant, l'utilisation de produits bois en augmentant, on n'a pas vu que ça avait un impact direct et une relation directe avec l'industrie pétrolière et les cours de valeur du carbone fossile, du fuel, et donc l'extraction qui est faite actuellement par les pays pétroliers. On sait très bien qu'en fait, ce marché est gouverné essentiellement par la finance et les cours du marché et n'a rien à voir pour l'instant avec la connexion avec les produits bois. Donc cette connexion, c'est tout l'enjeu aussi des stratégies et des accords de Paris, c'est de reconnecter ça et d'arriver à ce que l'énergie s'appuie sur ces produits-là et donc par un effet de transvasement diminue les extractions de carbone fossile. Mais est-ce que les pays pétroliers vont rentrer dans ce jeu-là? Jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas fait.
C'est ma dernière diapositive. Je voulais juste signaler que dans l'optique de gérer les forêts dans un horizon incertain, on met en place actuellement, avec le concours du programme Amont forestier du ministère de l'Agriculture, un service web qui sera ouvert l'an prochain et qui permet de visualiser les impacts du climat sur les principales forêts françaises, les principales essences forestières de production, donc les pins, Douglas, hêtres, chênes, avec une résolution de 8 km sur 8 km et sur une période qui s'étale de 2010 à 2100, donc sur l'ensemble des forêts métropolitaines. Donc voilà, c'est un petit flash de publicité. Donc ce projet qui s'appelle Forêt 21, ce service web, il s'ouvrira en principe en 2021, justement, et il sera ouvert au public. Voilà, je vous remercie et j'ai terminé. Merci beaucoup, Denis. Voilà, il y a beaucoup de questions là, qui sont posées, que vous posez vous-même et puis qui ont été posées entre-temps. Et je pense que là, on va avoir des sujets à débattre après et aussi d'ailleurs lors des 2 sessions prochaines, puisque là, il y a pas mal de choses, notamment là, des choses qui portent sur la gestion forestière, sur l'implication que ça a dans la gestion. Ce sera notamment l'objet du 2e webinaire. Je vais passer tout de suite la parole à Estelle Vial, qui, elle, va intervenir plutôt sur la partie aval de la filière. Estelle, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je travaille à FCBA dans le pôle environnement, économie et bioressources. Et en fait, je travaille plus particulièrement sur l'impact environnemental des produits bois. Donc, du coup, je ne sais pas si vous voyez mon bureau. On voit vos diapos, mais pas en mode affichage plein écran. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, je vais plutôt vous parler de la partie aval de la filière, donc avec le stockage de carbone dans les produits bois et la substitution. Je vais juste commencer par refaire quelques petites définitions qui sont issues en fait tout simplement du glossaire du GIEC et puis d'une publication Matthews 2014. Donc, on a parlé de puits ici. Donc, le puits, c'est bien un mécanisme qui permet de enlever du carbone de l'atmosphère, du CO2. Et source, c'est l'inverse, c'est une procédé qui permet qui libère du carbone dans l'atmosphère. Le stock, en fait, c'est la composante du système climatique qui a la capacité de stocker, d'accumuler, mais aussi de libérer le gaz à effet de serre. Et les stocks associés donc à la filière forêt-bois, donc comme l'a rappelé Denis, c'est les stocks dans la biomasse aérienne, souterraine, le bois mort, la litière, la matière organique et les sols, mais aussi les produits qui découlent de la forêt. Et le stock de carbone, en fait, il peut varier. Donc, si les pertes sont supérieures aux gains, eh ben, le stock il diminue et à ce moment-là, on devient une source. Et si les gains sont supérieurs aux pertes, le réservoir accumule du carbone et donc un puits. Donc, on peut avoir un très gros stock constant et mais qui n'est ni un puits ni une source, mais qu'il faut préserver parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'il libère. On peut avoir un stock plus petit, mais qui, lui, augmente beaucoup. Donc, c'est tout un équilibre à jouer entre ces stocks et ces puits. Du coup, je vais vous présenter en fait le bilan qui avait été fait par INRAE et l'IGN en 2017, le bilan CO2 de la filière forêt-bois française. Alors, le graphe n'est peut-être pas très lisible, mais bon, déjà, le rapport est disponible en ligne. Puis surtout, je vais revenir en fait sur les différents composants. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, ça illustre en fait ici le puits forestier, donc avec les flèches doubles qui accumulent en fait donc dans les feuillus, dans les résineux, donc la biomasse, ensuite dans le bois mort, dans les sols. Et puis, avec un transfert, en fait, à partir de la récolte, dans la filière bois, cette fois-ci. Et alors ici, en fait, le bilan qui avait été fait à l'époque ne prenait pas en compte le stockage dans les produits. Donc, en considérant, bon, de manière assez simplifiée, qu'en gros, ce qui rentrait était équivalent à ce qui sortait. Bon, ce qu'on va voir ensuite qui n'est pas tout à fait correct. Et par rapport notamment aux données du site EPA.
Et ensuite, ils avaient aussi évalué la partie substitution dont ont parlé aussi Eric et Denis, avec une filière bois matériaux et une filière bois énergie. Donc, on avait à peu près, on va le voir après, on va revenir là-dessus, mais 88 millions de tonnes sur le puits forestier et 42 millions de tonnes de CO2 pour la substitution. Donc, si on part de la variation de stock en forêt, donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le stock lui-même, il est beaucoup plus important, évidemment, que la variation annuelle de stock. C'est des milliers de tonnes de carbone. Enfin, des milliers de millions de tonnes de carbone, pardon. Donc, la forêt, selon ce bilan, séquestre annuellement 88 millions de tonnes de CO2. Donc, on a bien un puits, puisque le stock augmente. Et ce puits, donc, il est lié à plusieurs raisons. C'est que la forêt française est jeune, il y a un croissement des surfaces forestières. Le prélèvement, c'est-à-dire la récolte, ne représente pas tout l'accroissement annuel, puisqu'on est à une moyenne de 50%. Alors, c'est variable entre la forêt publique et la forêt privée. Sachant que la forêt européenne, le taux de prélèvement est a priori un peu supérieur et est à 63%. Donc maintenant, on va s'intéresser au stock, dans les variations de stock dans les produits. Donc, une fois qu'on a récolté, en fait, le carbone, il reste dans la récolte et il est transféré aux produits bois. Le stock de carbone est estimé à 90 millions de tonnes de carbone. C'était une étude que FCB avait réalisée en 2008. On voit que le stock lui-même dans les produits est assez inférieur au stock dans la biomasse. Et l'augmentation de ce stock, donc, qui est un puits, selon si on a une augmentation en fait de la consommation, tout simplement de bois. Alors, selon les années, c'est étalé jusqu'à 5 millions de tonnes, ce qu'on avait évalué en 2008. Et d'autres estimations, enfin, les données du CITEPA sont… on a aussi le chiffre de 2,7 millions. Et donc ça dépend en fait de la conjoncture économique et aussi de la part de marché du produit bois, puisque quand on produit un produit bois, on augmente le stock, mais il ne faut pas oublier que le stock il diminue d'un autre côté, puisqu'il y a des produits de bois qui arrivent en fin de vie. Donc là, il y a un enjeu, c'est-à-dire que forcément, voilà, l'enjeu, c'est aussi la cascade, c'est-à-dire de faire en sorte que ce carbone qui a été, il reste le plus longtemps possible dans la boucle des produits. Et ensuite, par rapport, donc le GIEC comptabilise donc l'augmentation de stock dans les produits bois ou la diminution s'il y en a. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les données du CITEPA, c'est le bois, seule la récolte française est considérée dans l'inventaire national et non pas si on importe des stocks de produits bois, bien que les stocks soient sur le territoire national. Voilà. Donc, bon, j'ai présenté les calculs parce que c'est des calculs qui sont basés en fait sur chaque année combien de produits bois sont mis sur le marché. Et on utilise une équation avec des demi-vies, donc une diminution du stock historique. Voilà, donc les demi-vies qui sont considérées, pour les panneaux, c'est 25 ans et pour les produits massifs, le bois massif, c'est 35 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une donnée moyenne. Si on prend une palette, elle peut avoir, si une palette à usage unique, elle peut avoir une durée de vie de 6 mois. Si c'est une palette à une rotation, elle peut avoir une durée de vie de 7 ans. Si on prend effectivement un panneau qui est si on prend une charpente, ça va jusqu'à 100 ans, 150 ans, voire plus. Voilà. Et si c'est un panneau, s'il est dans un plancher, il va durer 100 ans. S'il est dans un meuble, ça sera plutôt 25 ans. Donc, ça traduit des choses assez disparates. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la mise en place de tout ce qui est REP meuble, donc responsabilité élargie du producteur pour le mobilier, mais maintenant, ça va être arrivé sur
les produits de construction, on va avoir des données de plus en plus précises en fait sur tout ce qui est jeté qui arrive en fin de vie chaque année, ce qui est recyclé, etc. Et donc, il y aura aussi un moyen de faire des calculs directs et non pas des calculs indirects tels que présentés sur la diapo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a moyen effectivement de continuer le stockage, puisqu'un bois massif ou même un panneau peuvent être recyclés en panneaux de particules. Après, la filière réfléchit à d'autres aussi voies de valorisation. Et puis, il y a aussi la double valorisation, c'est-à-dire d'abord en matériaux, puis en énergie. Voilà. Par rapport à la substitution, donc en fait, donc on arrive à peu près à 42 millions de tonnes de CO2 équivalent, en se basant en fait sur l'étude INRA-IGN, se base sur une méta-analyse qui avait été réalisée par Sartre O'Connor en 2010. Alors on va voir que depuis, il y a eu des travaux qui ont été effectués et depuis Sartre O'Connor 2010, et on a d'autres chiffres qui peuvent être utilisés. Donc, je vais quand même revenir un petit peu sur la substitution pour comprendre pourquoi on le fait. Si vous avez un système, ici, un scénario de référence, où vous récoltez en forêt, vous stockez dans les produits et puis vous produisez un certain nombre de maisons, alors c'est complètement inventé, et d'énergie, et que vous avez un autre scénario finalement qui rend des services différents, c'est-à-dire qu'il fait plus de maisons ossature bois et fait plus d'énergie. En fait, le problème, c'est que ces scénarios sont difficilement comparables. Et la substitution, en fait, cherche à rendre des scénarios comparables en annulant, en fait, entre guillemets, la fonction qui est créée par le scénario ou le delta de fonction, ça dépend de ce qu'on étudie, en annulant finalement ces services supplémentaires par le moyen traditionnel ou moyen qu'on a de remplir ces services. Donc ici, en fait, le scénario de référence, ça peut être un scénario où effectivement on a une forêt. Après, on peut aussi considérer que si on veut évaluer vraiment l'impact du service de la filière forêt-bois, on peut aussi dire, voilà, s'il n'y avait pas de forêt, qu'est-ce que ça deviendrait? Et si par exemple la forêt n'avait plus de valeur et qu'on avait une déforestation, ou l'utilisation en culture, soja ou je ne sais pas quoi, voilà ce que ça donnerait. Donc, ensuite, je vais vous présenter un peu les fondamentaux de la substitution. Alors, des fois, on voit, alors de moins en moins, que on compare un kilo de béton avec un kilo de bois. Bon, ça n'a vraiment pas de sens. On doit comparer des produits par leur fonction et qu'ils aient une fonction équivalente. Dans l'idéal, si on voulait vraiment, plutôt que d'utiliser des facteurs de substitution un peu moyens, il faut utiliser des données avoir un modèle marché, c'est-à-dire savoir d'où va le bois exactement. Bon, il y a des données, hein, maintenant il y a plein d'outils au sein de la filière pour savoir. Il y a des tableurs flux biomasse, etc. Il y a la VEM, on sait ce que deviennent les produits. Donc, il faut réutiliser vraiment, il y a aussi le modèle FFSM développé par l'INRAE. On sait ce que deviennent les produits. Ensuite, l'impact de la transformation du bois, puisque la transformation du bois a un impact, et l'impact environnemental des produits auxquels se substitue. Après, on t'a parlé, Denis, sur finalement l'élasticité. Est-ce que si je mets plus de produits bois sur le marché, est-ce que vraiment je vais substituer? Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, l'effet de substitution, il est calculé de manière assez simple. Hein, c'est l'impact du produit bois moins l'impact du produit non bois divisé par le différentiel, enfin la quantité de bois contenue dans le produit bois. Voilà, donc c'est une définition qui a été donnée donc, dans une publication de Ruther et Hall. Alors, il y a des points importants hein, sur lesquels il faut vraiment faire attention. C'est à quoi on applique le coefficient de substitution? Est-ce que c'est mètres cubes de bois rond? Est-ce que c'est des mètres cubes dans le produit bois? Est-ce que c'est des mètres cubes de sciage? Donc ça, c'est assez important. Est-ce qu'on inclut aussi la fin de vie des produits? Puisqu'un produit bois, il va avoir une valorisation, quelque part une substitution au niveau de la production, mais il y aura une substitution en fin de vie. Mais cette fin de vie, ce n'est pas de la substitution énergétique. Elle, quelque part, elle a été possible grâce au fait qu'on a mis sur le marché ce produit bois. Et enfin, quelle temporalité
est souhaité. Donc, effectivement, il y a en production, la substitution a lieu maintenant, et en fin de vie, elle a lieu à la fin de vie du produit. Donc là, je vais juste illustrer un exemple sur le béton et l'acier. Donc là, c'est je compare 3 bâtiments béton, bois, acier. Et en utilisant du lamellé-collé, la question, effectivement, ce qu'on se pose quand on calcule un coefficient de substitution, c'est à combien de béton un mètre cube de lamellé, 1 kilo de lamellé se remplace. Donc, ici, en fait, on a fait des études, on a fait un peu des études biblio pour savoir sur les différentes comparaisons qu'on avait, combien. On arrivait à 1 kilo de lamellé qui remplace 1,35 kg d'acier, mais nécessite 1 kilo de béton supplémentaire. Donc, c'est des moyennes, hein, on travaille encore dessus. Et l'utilisation d'1 kilo de lamellé remplace 6 kg de béton avec fer à béton. Donc, on n'est pas en kilo par kilo, ça c'est vraiment très important. Ni mètre cube par mètre cube. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le facteur de déplacement qui est à peu près égal à 1. Ici, 1 kg de carbone par kilo de carbone contenu dans le produit. Alors après, si on veut du CO2, il faudrait traduire le 1 kg d'équivalent carbone en 3 quelques kilos. Par kilo de carbone contenu dans le produit, ou par kilo de bois, ou par mètre cube de bois. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, on voit que la production de lamellé, elle a un impact, hein, c'est le petit rectangle marron. La production de béton aussi, c'est ce qu'on économise, elle a aussi un impact. En fin de vie, on économise parce qu'on valorise énergétiquement et en recyclage de lamellé. Et la fin de vie du béton a très peu d'impact. Si on regarde par contre le profil de substitution par rapport à l'acier, il est très différent. En production, on a plus de substitution si on utilise du bois par rapport à l'acier. Par contre, en fin de vie, l'acier se recycle et la fin de vie de l'acier pratiquement économise autant que la fin de vie du bois. Donc, on voit qu'on a 2 coefficients de substitution qui sont similaires, mais au total, mais qui sont très différents dans leur décomposition. Voilà, donc après, je donne juste des exemples d'études. Hein. Donc, en gros, dans le Sartre-O'Connor, il y avait le coefficient c'était 1,5 tonnes de CO2 par mètre cube, mais ça incluait finalement les connexes de scierie. Donc, ça, c'est un coefficient qu'il faut manipuler avec précaution. Ce qu'on obtient dans la littérature, c'est plus du 1,1, donc on n'est pas à 2,1, 1,1, 1,67 pour Ruther et Hall 2016. Pour Valada et Hall 2017, on est entre 0,1 et 4, mais avec une moyenne toujours de 1,5, 1,6. Dans l'étude prospective, on avait plutôt, donc il y a une étude Codifab François Forêt, ADEME, à des variations entre 0,8 et 2 avec une moyenne entre 1,3 et 1, pour 1,2 moyen, mais en intégrant les panneaux et l'ameublement, si on utilise du bois massif, on était plutôt avec 1,6. Et l'étude EFI 2018 donne 1,2 tonnes de carbone par tonne de carbone contenu dans le produit, avec des taux plus élevés pour les produits de construction. Donc, après, parce que, voilà, donc ces taux-là, c'est vrai qu'il faut les manipuler vraiment avec précaution et savoir à quoi on les applique, et surtout avoir une description assez complète de la filière si on a des coefficients par produit, ce qui existe. Et ce à quoi il faut faire attention, évidemment, c'est que là, c'est que la substitution matériaux et il y a aussi la substitution énergie. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour ma partie. Merci beaucoup, Estelle. Beaucoup de choses aussi là. Alors, on a pas mal de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va reprendre en fait un peu, pas forcément dans l'ordre strict, mais en tout cas, on va commencer par les questions à Eric. S'il y a un autre intervenant, Denis ou Estelle, vous voulez compléter, pas de souci, il suffit que vous remettiez en marche votre micro et votre caméra et vous pourrez compléter les réponses. Donc là, je vais passer la parole à Maëva qui a donc compilé un peu toutes les questions et qui va nous donner un peu les grands sujets déjà pour Eric.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, donc une question importante par rapport à la présentation d'Éric. Comment est-ce que les objectifs ADEME tiennent compte des impacts du changement climatique sur les essences forestières, en particulier le résineux? Comment est-ce que tout ça est pris en compte? Alors, dans mon scénario, en fait, on va considérer une évolution du climat global qui, de toute façon, est actée. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'inertie du système climatique fait que le réchauffement d'ici 2050, de toute façon, il est joué. Donc, ça veut dire que ce qu'on projette sur notre trajectoire à 30 ans, les hypothèses techniques, économiques, etc., doivent tenir compte d'un climat significativement plus chaud. À l'échelle mondiale, c'est de l'ordre de plus de degrés, et la France métropolitaine se réchauffant plus vite, on est plutôt à plus 3 degrés. Donc, ça veut dire que derrière cette température moyenne, il faut considérer les impacts sur les événements climatiques extrêmes, des tempêtes, des inondations, des incendies, des reculs du trait de côte, érosion, tout ce qui peut aller de pair avec un indicateur un peu agrégé qui en fait dit pas grand-chose des impacts concrets. Donc très clairement, ça fait pas la question de l'adaptation, pas seulement pour la forêt, hein, va concerner l'ensemble de nos scénarios. Et même dans un scénario où on fait la neutralité carbone, ce plus de degrés moyen à l'échelle mondiale à 2050, il est joué. Ce qu'on fait, c'est vraiment pour après. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc ça veut dire aujourd'hui que tous les scénarios de réduction, d'atteinte de la neutralité carbone doivent intégrer le fait que de toute façon, on doit gérer un climat qui se réchauffe et toutes les implications que ça a, qui sont différentes selon les territoires, évidemment. Donc pour la forêt, ça veut dire une mortalité probablement en hausse, des stress hydriques probablement plus importants, encore que ça peut être très différent entre le bassin méditerranéen et puis la côte atlantique, par exemple. Et donc, c'est des choses comme ça qu'on va regarder. Et c'est ce qu'on appelle une analyse de sensibilité un peu globale, au-delà de l'hypothèse macro que je viens de préciser sur l'évolution moyenne du climat. Après, on va regarder, en cas d'événements climatiques extrêmes, sécheresse, canicule ou autre, comment pourraient réagir les puits, la forêt, les écosystèmes à des stress communs, ceux-là. Ok, merci beaucoup. Une autre question qui était importante aussi par rapport à votre présentation, est-ce que pour atteindre le facteur 6, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que du coup on soit tenté de, entre guillemets, sous-traiter les émissions de gaz à effet de serre vers d'autres pays? Par exemple, la Chine, comme ça avait été indiqué dans la question. Ouais. Alors, effectivement, c'est un risque. C'est un peu ce qui se passe depuis les années 90 quand on regarde les émissions nationales qui diminuent, comme je vous l'ai montré sur une de mes diapos, mais en fait pas suffisamment vite. Et quand on regarde les émissions liées à la consommation, c'est-à-dire qu'on retranche ce que l'on exporte et qu'on ajoute ce que l'on importe. Ces émissions-là, en fait, elles sont relativement stables. Elles diminuent un peu, mais très doucement. Et du coup, pour avoir un discours là-dessus, on va regarder avec des outils de modélisation comment les échanges internationaux pourraient évoluer et quelles seraient les implications de ces échanges-là. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut avoir en tête que quand on parle des émissions nationales, en gros, un Français émet en moyenne 6 tonnes par an. C'est très variable, effectivement, selon les modes de vie des uns et des autres. Mais en moyenne, c'est ça. Quand on considère les émissions importées, on est à 11 tonnes. Donc, on voit que ça double quasiment le problème, entre guillemets. Et donc, il s'agit bien de construire des trajectoires qui ne déplacent pas le problème sur des pays qui produiraient. Ça pourrait être notre biomasse demain, le cas échéant. Si on construit des scénarios avec, par exemple, une multiplication par 4 ou 5 de la biomasse mobilisée en France, on sait très probablement qu'on n'est pas capable de produire autant avec nos écosystèmes. Donc, ça veut dire s'appuyer sur des imports. Donc, c'est déplacer une partie du problème. Ok, super, merci beaucoup. Pour qu'on puisse balayer peut-être toutes les questions relatives à chaque intervention, je vais poser des questions un peu plus d'ordre gestion forestière, disons.
Une grande question qui revient beaucoup, y compris dans nos métiers d'animation, c'est une question plutôt pour Denis Lousteau. Qui capte le plus de carbone entre une forêt en croissance, de type, par exemple, plantation qui aurait une certaine diversité, et des forêts plus anciennes qui seraient arrivées à un équilibre? Est-ce qu'on peut statuer entre ces deux grands types de forêts? Oui, il n'y a pas de problème, hein. C'est évidemment les forêts en croissance, hein, qui accumulent pas mal de carbone dans la biomasse. Et donc, quand on mesure à la fois les flux de CO2 sur ce genre de forêt avec des systèmes micrométéorologiques ou simplement quand on mesure l'accroissement des stocks, on voit bien qu'une jeune forêt, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa maturité, elle fixe pas mal de carbone. Alors, avec le bémol que, en matière de gestion, si on a laissé tous les résidus de récolte se décomposer sur place, ça peut équilibrer aussi la fixation, hein. Donc, on connaît assez bien tous ces effets-là. La surprise, ça a été pour nous de mesurer des flux de carbone quand même significatifs sur des vieilles forêts qu'on pensait traditionnellement à l'équilibre, hein. Dans les vieilles théories écologiques, on dit une forêt, une fois qu'elle a atteint sa maturité écologique, eh ben, elle est neutre, hein. Non, elle n'est pas neutre. Et on sait pourquoi, hein. Elle serait neutre si l'environnement était parfaitement stable et ne changeait pas. Et là, comme l'environnement change, et notamment la concentration en CO2, les dépôts azotés, les pollutions, bref, les mesures qu'on fait sur des vieilles forêts, toutes montrent que les vieilles forêts, les forêts primitives, les forêts naturelles, et y compris les forêts complètement vierges, fixent du carbone en ce moment. Alors, beaucoup moins qu'une jeune forêt, hein, mais elles fixent quand même du carbone. Ok, merci beaucoup. Avez-vous d'ailleurs avons-nous globalement un ordre de grandeur de la part de captation carbone qui est attribuée aux parties aériennes par rapport à celle qui est plutôt attribuée au sol et aux racines? Oui, on sait qu'en gros, sur une forêt à l'équilibre, à peu près 80 à 90% du carbone qui est fixé va dans la biomasse. Et dans la biomasse, il y en a à peu près les trois quarts, entre la moitié et les trois quarts qui vont dans les parties aériennes et le reste dans les parties souterraines. Ok, super. Si juste je peux ajouter, mais sans trop complexifier, ces chiffres-là, c'est le chiffre moyen pour des forêts à peu près adultes. Mais évidemment, ils varient pas mal en fonction des stations, en fonction de l'âge des forêts, en fonction des coupes, etc., etc. Ok. Et donc, par rapport à la courbe d'absorption du CO2 que vous aviez présentée, donc par rapport à la biomasse, on observe de très fortes variations, parfois avec des années avec un bilan qui est nul. Comment est-ce qu'on peut expliquer de telles variations? Est-ce que ça peut s'expliquer par une difficulté à mesurer précisément? Et est-ce que du coup, si c'est le cas, est-ce que c'est réaliste par rapport à ce qui se passe en réalité? Non, ce n'est pas du tout un problème de méthodologie ou de mesure, hein. C'est simplement le fait que les années sèches ou les années où il y a des perturbations, la photosynthèse est affectée. Alors, elle peut être de multiples façons, hein, soit des mortalités, soit des chutes de feuilles, mais aussi chez les conifères par le fait que les stomates se ferment, l'appareil photosynthétique est moins efficace, hein, quand il est stressé. Et donc, on observe sur des séries temporelles les sécheresses des années 2002-2005 chez le pin maritime, l'année 2002 notamment qui a été très sèche, je dis bien 2002, hein, pas 2003. La forêt n'a pas fixé du tout de carbone. Alors que d'habitude, on a des chiffres de fixation de l'ordre de 4 à 5 tonnes de carbone par hectare et par an. Mais il se trouve que voilà, une sécheresse très sévère peut stopper complètement la photosynthèse. La décomposition du carbone, elle continue. La respiration est moins affectée et on se retrouve avec des bilans qui peuvent être nuls, voire même des sources nettes de carbone. Ok. Alors, j'ai une question par rapport à votre réponse précédente concernant voilà, jeune forêt versus vieille forêt dans un état d'équilibre.
Donc, la question, c'est en faisant le bilan carbone total d'une forêt, ne doit-on pas également prendre en compte le fait qu'une vieille forêt stocke plus durablement le carbone, alors qu'une forêt jeune, donc par exemple une plantation à courte rotation, va plus vite relarguer le carbone? Si, bien sûr. Et bien sûr, on le prend en compte. On le prend en compte et on sait bien que le carbone le moins vulnérable, c'est celui qui est stocké plutôt dans le sol, et éventuellement dans les parties souterraines, que le carbone qui est stocké dans les parties aériennes et dans les parties qui sont aussi récoltées. Alors, quand je dis vulnérable, ça veut dire qu'il va retourner à l'atmosphère plus rapidement que ce qui est stocké dans le sol ou éventuellement dans les racines. Et ça, oui, on connaît assez bien ça et on le prend en compte, bien entendu. Alors, je devine que derrière cette question, il y a toute la problématique de l'exploitation de vieilles forêts, etc., etc. Je peux vous donner mon point de vue, qui est un point de vue personnel là-dessus. C'est que on voit bien qu'avec la transition écologique et la stratégie bas carbone, on a besoin de produire des produits forestiers renouvelables pour arrêter d'utiliser du carbone fossile. Ça, c'est un premier élément. On voit aussi que les forêts, elles ont un potentiel considérable, et y compris quand elles sont vieilles, à fixer du carbone et à le séquestrer. Et donc, il faut trouver un équilibre entre les deux et sans doute imaginer qu'on puisse dédier des forêts à la production de biens et de produits renouvelables, mais aussi réserver des forêts à une séquestration en place, là où, par exemple, l'accès ou les conditions de production ou d'autres raisons font que c'est moins intéressant d'aller exploiter ces forêts-là. Je pense que la conciliation des deux est la bonne solution optimale, mais c'est un point de vue personnel, encore une fois. Elle passe par une répartition de ces usages-là entre différents types de forêts en fonction de leur exploitabilité, de leur productivité, etc., etc. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais passer maintenant aux questions donc, relatives à la présentation d'Estelle Vial. Alors, d'abord, une question pour éclaircir une de vos slides. Est-ce que les 90 millions de tonnes de carbone qui sont stockées dans les produits finis, donc qui ont été annoncées par l'étude de 2008 de Roubaix, correspondent bien à la totalité des produits bois finis en France en 2008? Oui. OK. Donc, c'est le stock, ça fait 350, 380, ça dépend des chiffres. Je crois que le CITEPA donne 380 millions de tonnes de CO2 qui sont stockés, oui, dans les produits. Parfait. Et donc, est-ce que le coefficient de substitution prend bien en compte le moment où le carbone est émis? Par exemple, pour le béton, ce serait les émissions à la fabrication qui peuvent être un peu du coup plus faibles en fin de vie. Pour le bois, ce serait plutôt le stockage pendant la vie, puis l'émission lors de l'incinération en fin de vie. Alors, en fait, la substitution, ce qu'elle a de particulier, c'est vrai que je n'ai pas du tout assez insisté là-dessus, c'est on est sur le fossile, en fait. Donc, on est vraiment, on sort de la partie biogénique et tout ce qui est stockage, accroissement. On est vraiment que sur la partie, qui consomme plus de CO2 fossile, donc voilà. Et donc là, pour le coup, c'est à peu près pareil, hein, parce que alors il y a un peu de temporalité peut-être pour la production du bois, mais exploitation, en gros, c'est l'exploitation forestière. On prend même en compte la sylviculture, qui a lieu bien avant, mais on additionne tout ça d'un coup. L'exploitation forestière, le transport, la première transformation, la deuxième transformation. Souvent, pour les fenêtres, on compte aussi tout ce qui est entretien de la fenêtre. Et en fin de vie, effectivement, le recyclage ou la valorisation énergétique, mais toujours uniquement sur la partie fossile du produit. Donc, en fait, ça, c'est basé sur tout ce qui est analyse de cycle de vie. Alors, peut-être un peu différente pour certaines hypothèses par rapport à ce qui est fait dans les normes pour les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, mais assez proche. Ok, parfait. Et donc, alors oui, d'ailleurs, par rapport à cette temporalité du stockage carbone, une remarque d'un participant qui est surpris par la durée du stockage carbone dans une charpente qui est seulement de 100 à 150 ans. Sa surprise vient du lien avec notamment la charpente de Notre-Dame de Paris qui datait du coup du XIIIe siècle
et qui aurait pu tenir du coup encore des années. Est-ce que vous avez… Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est bon là, en fait là, carrément la demi-vie, c'est 35 ans, ce qui correspond à une durée de vie de moyenne, je pense, de 40-45 ans. Donc c'est faible, mais ça tient compte du fait que les sciages, finalement, il y en a qui sont utilisés pour des produits à courte durée de vie et d'autres à plus longue durée de vie. Alors c'est vrai que j'ai cité 100-150 ans. Bon, dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, on donne 100 ans pour un produit de structure. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut durer plus longtemps. Ok. Et donc, une question d'ordre un peu plus global. Quels arguments carbone pourrait-on donner à un maître d'ouvrage pour le convaincre de passer d'une charpente métallique à une charpente bois? En fait, c'est ce qui va arriver. Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est ce qui va arriver finalement avec la réglementation environnementale RE 2020. Hein. Donc, on va avoir des comparaisons en fait au niveau bâtiment. Donc après, ça va être aussi, voilà, est-ce que il va y avoir un calcul qui va être fait au niveau du bâtiment sur quels matériaux utiliser. Ça peut être aussi la complémentarité des matériaux. Voilà, donc il faut utiliser le référentiel le plus C- et bientôt le référentiel de la RE 2020 pour évaluer et puis effectivement faire valoir aussi que la charpente permet de stocker du carbone durant de longues années. Voilà. Et là-dessus, je me permets juste de préciser qu'on enverra au maître d'ouvrage en question le réseau des prescripteurs de France Bois Région, dont c'est le travail justement sur le terrain d'aller voir les maîtres d'ouvrage, entre autres, et de leur expliquer tous les avantages de la construction bois. Je te laisse, Maëva, peut-être poser la dernière question générale qui va concerner, je pense, un petit peu nos 3 intervenants. Oui, tout à fait. Par rapport à donc, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, comment tenir compte, ou du moins, avons-nous déjà, disposez-vous déjà d'études sur une éventuelle concurrence d'usage entre bois énergie et bois construction? À savoir, voilà, si on augmente la part du bois dans la construction, quels impacts ça peut avoir? Donc, c'est une question un peu pour tous les intervenants. Comment tenir compte de cette problématique? Je vais peut-être… ouais. Vas-y. Je voulais juste dire, effectivement, il y a des cellules biomasse au sein en fait des ministères et puis il y a l'ADEME aussi qui est partie. Pardon. Quand on fait une installation d'énergie, si effectivement il y a une ressource la ressource est disponible ou pas. Donc, en principe, il ne devrait pas y avoir de concurrence. Si ces évaluations, il y a un module forêt-bois dans ces cellules qui va à terme automatiquement, enfin qui le fait déjà, mais qui va devenir de plus en plus fourni, qui va effectivement collationner en fait tous les usages du bois et permettre de n'autoriser qu'un usage supplémentaire par rapport à ce qui est fait déjà pour pas qu'il y ait justement de concurrence. En complément peut-être de ce que Estelle vient de dire, donc surtout les projets fonds chaleur qui sont des gros projets sur lesquels on intervient aujourd'hui à l'ADEME, où il y a ce travail qui est fait sur la disponibilité de la ressource. Donc en complément de cette réponse, on va dire très opérationnelle et concrète, on avait conduit une étude il y a quelques années maintenant, mais qui insistait pas mal sur la complémentarité des filières. C'était une étude prospective à 2030. L'idée étant de voir en quoi plus de bois énergie s'était conditionné aussi à la mobilisation de plus de bois d'œuvre. Et donc, il y a un enjeu à travailler sur l'articulation des filières parce que c'est bien souvent pas l'un ou l'autre. C'est souvent plus des complémentarités qui sont à rechercher et voilà, ça permet d'avoir un point de vue un peu plus global sur les ressources.
Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ces échanges. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui vont faire écho à la deuxième session qu'on organise la semaine prochaine, et notamment là, ce que viennent de dire Eric et Estelle sur les conflits d'usage et sur voilà, qu'en général, on a encore des choses à faire passer, des messages à faire passer au sein de la filière vers la société pour bien expliquer que effectivement le bois énergie, il vient notamment du bois d'œuvre en fait. C'est parce qu'on produit du bois d'œuvre qu'on produit aussi du bois énergie. Alors vraiment un grand merci à nos intervenants, merci de votre disponibilité, merci pour vos apports précis et documentés qui étaient très enrichissants je pense pour tout le monde. Je vous donne rendez-vous donc même heure, même endroit, la semaine prochaine, donc le mardi 7 juillet, toujours à 11 h. Quand je dis même endroit, ça sera un autre lien, bien sûr, qu'on vous enverra. Et on sera justement sur la suite, c'est-à-dire carbone et gestion forestière. Concrètement, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, comment ça se traduit dans une gestion forestière au quotidien. Et là, on aura affaire à des gens qui sont... qui gèrent en fait de la forêt directement. Ça sera notamment complémentaire par exemple de l'idée qu'a évoquée Denis, de dire est-ce qu'il ne faut pas sectoriser les forêts entre des forêts qui seraient des forêts exploitables et donc plutôt de production, et puis des forêts qui seraient là pour stocker parce que peu exploitables. Je suis curieuse de connaître la semaine prochaine la position de nos gestionnaires forestiers là-dessus, entre autres. Et donc on aura une intervention de l'ONF qui va parler notamment entre autres de l'impact sur les sols, comment ils font aujourd'hui pour essayer au maximum de réduire les impacts sur le sol et donc garder la séquestration du carbone dans les sols. On aura une intervention du CRPF Hauts-de-France sur notamment, entre autres, la façon dont on amène des propriétaires privés forestiers à modifier leur gestion de forêt par rapport à cet impact carbone. Là aussi, ça va être intéressant de voir comment ça peut se passer. Et puis, on aura également une intervention de Pierre Ducret, directeur de la coopérative forestière NSF2A, qui va nous parler lui aussi d'un point de vue gestionnaire forestier, de sa pratique, et aussi de la relation qu'on peut avoir avec la société par rapport à tout ça, parce qu'on le sait, on a une attente sociétale qui est de plus en plus importante, et il faut aussi qu'on en tienne compte, bien évidemment, dans nos pratiques professionnelles de la filière. Voilà. Vous recevrez très bientôt un mail avec le lien vers le replay. Vous aurez également les supports. N'hésitez pas également à envoyer éventuellement des questions supplémentaires qui vous viendraient. C'est un sujet qui est riche de questions, donc il y a sûrement des choses encore qui viendront. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Il y aura quand même une session 3, quand même, je vous le dis déjà, je fais du teasing, du double teasing. Session 3 qui aura lieu non pas un mardi, parce que ça sera le 14 juillet, et qu'on sera tous au garde à vous, mais le lendemain, donc le mercredi 15 juillet, toujours à 11 h. Et là, on sera sur les outils financiers de la compensation carbone. Là aussi, on entend parler de beaucoup de choses, il y a beaucoup de fonds carbone qui sortent, on parle parfois sur bon à tort de greenwashing, mais il y a beaucoup de choses qui sortent. On aura un point aussi un peu sur les différents outils qui existent. Voilà, merci beaucoup à tous, et puis donc à bientôt. Au revoir.